On remonte au samedi 10 juillet dernier, où justement, samedi 10 juillet, où le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique tenait ses grandes assises qui lui ont permis justement de définir les orientations de développement de ce secteur d'activité, parlant justement de l'éducation, de l'enseignement supérieur et des recherches scientifiques. Et je partageais avec vous tout à l'heure un extrait de l'allocution de Madame la ministre qui a reconnu qu'au lieu d'être vivier de développement, un vivier pour développer l'intelligence béninoise, eh bien l'enseignement supérieur est devenu une machine à fabriquer des chômeurs. Et c'est justement cet aspect des choses qui retient notre attention ce matin. Et c'est ce dont nous parlerons au-delà des recommandations, des principales recommandations de ces assises, de ce séminaire gouvernemental à propos de l'enseignement supérieur et des recherches scientifiques. Nous allons nous intéresser à ce mal qui perdure. Pourquoi l'enseignement supérieur, au lieu d'être le vivier de développement, le vivier de fabrication, je dirais, de jeunes employeurs, est devenu le moulin aux chômeurs? On va en parler avec vous, Julien Kanchou-Kandé. Je le disais tantôt, vous êtes poète, littéraire et enseignant de lettres dans les collèges et lycées de Cotonou et de Calavi. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre lecture des grandes recommandations de ces assises. Au chapitre justement de cet exercice, nous allons nous intéresser à la promotion de l'emploi. D'abord aux différentes filières proposées par les universités, qu'elles soient publiques ou privées, à la promotion de l'emploi par le gouvernement, les efforts du gouvernement justement dans le cadre de la promotion de l'emploi. On va rappeler quelques fondements de la nouvelle loi sur l'embauche et bien évidemment nous intéresser aux sociétés du service public et aux sociétés privées qui sont prêtes de nos jours pour accueillir les étudiants, les jeunes formés dans les écoles, universités privées et publiques. Ce sont là quelques axes à aborder au cours de notre échange. Julien Kanchou-Kandé. Alors, Monsieur Kandé, vous avez suivi ces assises, vous avez suivi Madame la ministre de l'Enseignement supérieur qui a reconnu le mal, qui ne s'est pas caché, qui a reconnu le mal. Quelle est la première lecture générale que vous faites de ces assises tenues ce week-end? Oui, merci Monsieur le journaliste. Je salue les téléspectateurs et les auditeurs. Et je pense que le mal est très grand. J'ai fait les lettres modernes, j'ai fini. Je suis en instant de soutenance de mon master en management de culture de tourisme. Donc, je ne suis pas casé quelque part de façon définitive pour dire que j'ai déjà un emploi sécurisé. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier le fait qu'après 13 ans, 16 ans d'études, voire 17 ans, 18 ans, on retourne à la maison sans un emploi? Mais nanti de diplôme. Nanti de diplôme et de compétences. Bien formé. Bien formé dans des départements où on ne peut pas douter de vous. Il y a le critère des filières de formation. À la sortie de l'indépendance, on a eu à créer des filières à l'université. Jusqu'à aujourd'hui, ces filières existent encore, les gens n'ont pas changé. Or, 50 ans, 60 ans après, ce n'est plus les mêmes demandes, ce n'est plus les mêmes engouements, ce qui fait que les filières ne répondent pas forcément aux besoins du marché. Est-ce qu'il faille en actualiser ou en supprimer, à l'instar du Rwanda, qui dans une certaine université du pays a supprimé certaines filières pour en créer de nouvelles? Effectivement, parce que si les filières, je ne veux pas citer des noms pour indexer, pour pouvoir blesser des gens, mais si des filières emploient des milliers d'étudiants et à la fin du premier cycle, la licence, on a plus de 2000. Formés, pour ne pas citer Patrice Talon, au bavardage. 600 personnes, plus de 1000 ou 2000 jeunes, mais à quoi ils serviront dans la société? Il n'y a pas de répondant direct. Il n'y a aucune société qui soit en mesure de les recruter, qui a besoin d'eux. Donc cela fait que les gens sortent de l'université et puis regardent dans l'air. Ou bien il y a des filières où quand vous irez là-bas, c'est plus facile à avoir une bourse universitaire
des étudiants courent pour aller avoir la bourse de pendant 3 ans ou 2 ans. Et à la fin, ils se retrouvent avec une moto, un ordinateur ou un téléphone, et puis fini. Ils n'ont plus rien à faire, et puis la vie continue après la licence. Donc, il y a les filières créées, des filières qui ne répondent pas, des gens qui, aujourd'hui, combien de Béninois ont besoin de psychologues, de sociologues à la foire, de juristes jusqu'à la foire. Et bien, des gens, c'est là-bas, vous voyez beaucoup de monde. Le mal est plus... Mais vous savez que tous les Béninois ont besoin d'un psychologue, un peu comme un médecin de famille. Un médecin de famille, oui. Vous connaissez la poche, nous allons revenir sur le SMIC pour voir si un Béninois a besoin ou peut entretenir un médecin ou un psychologue à la fois. Peut ne pas, mais en a besoin. Bon, à la mesure du possible. Et vous voyez aussi au département où moi j'ai eu à faire les lettres modernes, où on nous apprend à mieux parler la langue de Molière, à s'exprimer. Et quand on sort du milieu de l'université... Apprendre les beaux poèmes. Quand on sort du milieu universitaire, on parle entre nous que notre langue maternelle. Et c'est quand, même dans les administrations, les gens parlent leur langue maternelle. C'est quand il y a des discours et que les gens s'essayent à parler la langue d'autrui. Et ce sont ces filières, comme la linguistique et les lettres modernes qui emploient beaucoup. Et quand on parle de l'anglais, les gens vont partir faire le département de l'anglais et ils sont nombreux. Et quand ils sortent, il y a combien de classes, combien de personnes pour pouvoir les embaucher. Encore que la technologie évolue, dans 5 ans, dans 10 ans, les gens n'auront même plus besoin d'interprètes ni de professeurs tels quels avant de pouvoir travailler avec la langue, parce qu'avec les applications mobiles, on peut faire la traduction, on peut aussi traduire des choses d'une langue à une autre. Donc, si aujourd'hui on n'anticipe pas sur ces réalités-là, et qu'on se dise, bon, moi, il y a mon bac, aujourd'hui on fait série A, B, C, D, quand quelqu'un a son BPC veut s'inscrire en série A, B, C, D, moi je souris, je dis, bon, celui-ci ne veut pas être utile à lui-même ni à la société, parce que ces filières sont devenues caduques. Il faut retravailler le système et les formations à venir. Donc je pense que jusqu'à aujourd'hui, ce qui était fait, c'était bon. À partir d'aujourd'hui, nous devons anticiper pour que, à la longue, on n'assiste pas davantage au chômage. Les gens seront là, mais inutiles. Ils vont s'asseoir de matin au soir pendant 17 ans dans une classe et à la longue, ils ne produisent rien. C'est l'État qui paye, c'est le peuple qui paye, c'est l'individu même qui paye. Donc il faut travailler pour que les gens soient spécialistes. Et moi, j'ai des rêves pour mon pays. Le jour où je serai ministre de l'enseignement secondaire ou le jour où je serai président de la République, c'est fini avec les problèmes de série A, B, C, D. À partir de 4e, 5e, c'est déjà une filière de spécialité. Moi, je vous dis, j'ai fait un bac D. Et quand on veut changer l'ampoule dans ma chambre, j'appelle quelqu'un qui a fait 3 ans chez un ouvrier et il vient me remplacer mon ampoule. J'ai fait un bac D. Je ne sais même pas ce qu'on appelle microscope avant de finir. Donc, il y a tous ces paramètres qu'il faut revoir pour que notre éducation soit une éducation de valeur, pour que quand on sort de l'université, on soit en mesure de travailler. Merci. Alors, maintenant, parlons justement, nous inspirons justement de ce séminaire gouvernemental dont j'évoquais tantôt les grandes lignes, Monsieur Julien Kansou-Kandé. Que faut-il faire désormais pour inciter davantage l'État à la promotion de l'emploi? Oui, pour promouvoir l'emploi, il faut voir qu'est-ce que sont les emplois disponibles et quelles sont les formations. Tous les emplois possibles. Quels sont les... qu'il y a de nouveaux? Oui, parce qu'aujourd'hui, les emplois dans le domaine de la technologie sont en bon point. Peut-être en 5 ans, 10 ans, ça va changer, mais ceux qui ont le bac, ou ceux qui auront le bac bientôt, ils peuvent aller se faire former dans ce domaine-là. Mais est-ce que l'État recrute? Est-ce qu'il y a des sociétés en place pour les recruter? Donc, il fallait voir les disponibilités. Moi, ça me cœur où les gens ont fait l'EPAC, génie civil, les gens ont fait des écoles privées, et pour construire des grandes infrastructures du pays, ce sont des Chinois qu'on appelle. Des expatriés, des gens qui ne sont pas béninois et qui occupent... C'est une question d'expertise d'un certain niveau. Non, il y en a au Bénin. Il y en a aussi ces expertises-là. Avec les gens ont fait des formations. Je vous ai donné le cas de l'EPAC où on ne peut pas faire génie civil à l'EPAC. Faire ces 3 cours-là, 3 années de master et ne pas pouvoir, encore qu'ils ne sont pas eux les maçons. Ils sont là pour donner les directives. Je pense
que l'État aura mieux à faire en faisant la promotion de l'excellence de ceux qui sont au pays. Il y a des sociétés qui sont dans la construction des routes. Il suffit de donner des consignes. Nous voulons faire telle qualité de route. Et on fait les factures. Mais les packs, ce n'est pas que la théorie. Hein. Les packs, c'est aussi la pratique. C'est pour ça que je dis ça. Donc, quand les gens sortent de l'EPAC, normalement, quand les gens sortent de laboratoire, ils doivent pouvoir avoir le premier emploi. Bizarrement, ce sont des nôtres. Moi, je connais, j'ai un frère, c'est pas que j'en parle, qui sortent et qui sont obligés d'être encore employés par les Blancs et qui les utilisent dans leur propre pays. Or, ils ont la compétence, le Blanc ne fait rien, il prend le marché, ce sont eux qui font tout. Et puis, lui, il signe la facture, il leur paie un salaire. Or, on pouvait réorganiser le système où les Béninois, au moins dans leur pays, travaillent dans leur pays, construisent les voies, les écoles, tout et tout, pour que ça puisse rentrer dans l'économie. Et ça encourage, parce que quand celui qui est à côté de vous finit l'université, il est dans la précarité, pourquoi envoyer mon enfant à l'université? Quand celui qui est à côté de vous est enseignant, et c'est lui qui achète tout à crédit, pourquoi aller faire l'enseignement? Donc, il faudrait que l'État puisse stimuler. Nous allons revenir, peut-être si nous allons partir sur le point du swing, où quand les gens n'ont pas beaucoup de moyens. On va y revenir. Parlons de la promotion de l'emploi. Vous venez d'évoquer un aspect aussi qui n'incite plus, qui n'encourage plus, qui ne stimule plus au fait les jeunes, la jeunesse de nos jours à s'orienter vers certains types d'emplois. Vous venez de le dire, quand vous voyez tel salarié ou tel fonctionnaire, mais qui a un train de vie minable, vous vous dites, avec cela ne servira peut-être à rien de vous orienter vers tel ou tel secteur parce que j'ai vu tel quand même, je ne veux citer aucune profession. Je vais vous dire une profession, moi je fais partie d'une profession jusqu'à l'année dernière, je suis enseignant. Et dans les villages, les enfants pensent devenir peut-être encore enseignants parce que c'est le premier cadre, le premier modèle, malgré tout devant eux. Mais quand vous enseignez à Cotonou, j'ai regardé une classe de 31 élèves, aucun d'entre eux n'avait pour vocation de devenir enseignant. Parce que quand nous sortons justement, leurs parents viennent les chercher avec des caisses, mais nous étions nombreux enseignants, personne n'avait de caisse. Véhicule, vous voulez dire? Oui. Quand je dis véhicule, caisse, c'est pour montrer quand il tient la qualité, le coût d'achat. Mais aucun des enseignants n'avait ça. Et non, c'était un non. Ceux qui étaient dans mon établissement... Ça veut dire que vous parlez d'un certain type d'enseignant. Aujourd'hui, l'enseignement a été révalorisé, vous le savez. L'enseignant n'est plus limité à sa seule Vespa comme par le passé. Oui, l'enseignant vit maintenant chez lui. On salue le président, Dr Yahibouni, qui a travaillé dans ce sens. Mais aujourd'hui, pour des heures, on avait fait ce débat ici où des gens trouvaient plus de 180 000 francs, ils sont à 95 000 francs. Et quand vous envoyez un enfant à la cantine pour acheter à manger, des fois, on se dit, mais l'enfant achète mieux que nous, les jeunes qui sont devenus des enseignants. Et tu dis, il faut étudier. Fais si, tu vas devenir si. Et il te regarde, il dit, toi, tu es devenu quoi? L'enfant, sa conscience. Mais quand il voit que sans rien dire, le professeur est bien. Et tel fonctionnaire, il est très bien. C'est ce qui me faisait vous dire tout à l'heure que vous parlez d'un certain type d'enseignants. Est-ce que vous parlez des enseignants capés, qualifiés, reconnus, ou bien vous parlez des aspirants au métier de l'enseignement? Ça, c'est encore un autre problème. Il ne va pas mettre ce débat. C'est un autre débat qu'on fait un enseignant qualifié ou non. Si vous aspirez à l'enseignement, vous n'êtes pas encore enseignant. Vous voyez? Il faut nous surexploiter. Voilà. À la fin, on ne peut plus rien. Comme quelqu'un le dit, est-ce que vous arrivez à subvenir aux besoins de vos épouses la nuit avec cette tas de coffee? Julien Kassou-Kandé, revenons à ces assises. Qu'est-ce qu'il faille retenir maintenant des conclusions de ces assises, de ce grand séminaire gouvernemental sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur? C'est un bon séminaire, il faut repenser le système éducatif, mais au même moment, il faudrait que le gouvernement puisse prendre la responsabilité des choses. D'ailleurs, la formation universitaire à partir de master, même la première année, si vous voulez faire une formation qui est destinée plus ou moins à l'emploi, il faut être fils de quelqu'un qui a les moyens. Pas forcément. Oui, c'est une formation qui coûte au moins 400 000 francs en première année d'université. Oui. Vous devez avoir un ordinateur. Il y a de bons cultivateurs dans certains villages qui arrivent à assumer. Il faut sortir d'une famille où les gens ont les moyens, je ne sais pas dire si c'est fonctionnaire ou paysan. Il faut avoir au moins un ordinateur et un moyen de déplacement des fois. Il faut avoir le temps. Ça n'a jamais été exigé pour inscrire son enfant. On n'a jamais exigé à un parent s'il dispose d'un carrosse ou autre. Non. Non, quand vous avez un enfant dans une école de formation,
La plupart du temps, on n'est pas proche de l'université, à moins que vous veillez à louer pour l'enfant à côté de l'université où c'est cher aussi. C'est aussi un choix. C'est au moins 20 000 par mois. Et vous devez payer un ordinateur parce que ce n'est plus forcément un notaire de travaux où il doit faire ça. D'ailleurs, les cours sont des fois en ligne aujourd'hui. Et on doit avoir un ordinateur. Vous connaissez le prix d'un ordinateur pour quelqu'un qui sort... Gérable parfois avec nos Android, nos portables. Il faut la contribution, le temps nécessaire. Un enfant qui est dans une école, ce n'est pas celui qui est dans une faculté qui peut aller chercher de quoi manger, faire des cours de maison. C'est un rythme, c'est un suivi, c'est un rythme de cours. Et comme au département de lettres modernes, c'est régulier. Alors, comme ça, et le parent sait déjà que si son enfant commence une école, il ne pourra plus aller chercher quelque chose à faire, on doit investir sur lui. Mais le coût de la formation est encore assez cher. 400 000, 600 000 pour le master. Et ça fait que des gens ont la volonté de faire des formations qui peuvent les aider à trouver un emploi, mais ils sont obligés d'aller avoir un diplôme universitaire comme tout le monde. Maintenant, nous allons revenir peut-être sur qu'est-ce que nous attendons d'un gouvernement sérieux pour que les gens puissent ne pas sortir de l'université pour pouvoir rester à la famille. Il y a quelqu'un qui va faire une théorie qui montre que les gens restent à l'école pendant des années où doivent produire du coton ou du maïs, mais on les emprisonne à l'école, entre guillemets, tout le monde à l'école, toutes les filles à l'école, mais à la fin, on ne leur offre rien. C'est un manque à gagner pour l'État et pour tout le monde, je viens de le dire tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que l'État encourage les particuliers, ceux qui créent des entreprises, ceux qui sont des particuliers à embaucher des gens. Si vous êtes une société où un oui ou non, est-ce que l'action gouvernementale vous plaît, vous n'êtes pas d'accord et vous mêlez un peu à la politique, vous êtes déjà en exil et vous êtes obligé de fermer, ou bien l'État vient prendre en otage vos biens. Ça dépend de quel type de gestion ou de quelles implications, de quel lien vous entretenez aussi avec la politique. Parce que tous les promoteurs privés au pays ne sont pas en exil. Et on met beaucoup de jeunes quand ils sont dans le chômage. Ils travaillent quelque part où pour rien, on dit l'entreprise est fermée le lendemain. Et bizarrement, les gens ont été habiles et ils ont révisé le code du travail ou de l'emploi. La nouvelle loi sur l'embauche. Sur l'embauche, où le monsieur, s'il n'est pas honnête, il ne veut pas vous aider, il peut vous prendre pour 2 ans et au lieu de vous déclarer, il vous renvoie, il prend autre personne. Ça fait que des gens travaillent pendant 2 ans, mais après ils sont à la maison et après ils trouvent 2 ans et ils sont à la maison. Donc ils n'ont pas un emploi à plein temps. Ils sont chômeurs tantôt, travailleurs tantôt. Il y a des gens qui sont tellement habiles, quand il dit habile, bien fait, et où ils emploient des jeunes stagiaires, 6 mois, 2 mois, 6 mois renouvelables, et ils emploient les stagiaires, et ils n'ont pas un salaire, c'est juste des émoluments, et ils font le travail que ceux qui doivent être employés normalement font. Il y a même des sociétés de services publics qui fonctionnent à forte dominante stagiaire. Donc, il y en a encore. Et des gens font 6 mois, même 2 ans, 3 ans de stage sans pouvoir faire le premier emploi, la première expérience d'emploi. On sait que quand on va prendre les stagiaires, ils vont faire le même travail que ceux qu'on va employer et ça continue de façon permanente. Quand on parle de ANPE, où les gens font des années dans le service ANPE, mais ils n'ont pas un travail. Et c'est l'État qui cautionne ça. L'État même dit ANPE, excusez, mais à la fin quand il utilise de ces formations, de ces travaux dans des ministères ou dans des secteurs donnés, on ne trouve pas un emploi. Or, l'âge évolue. Quand vous avez un certain âge, vous ne pouvez plus cotiser pour avoir une retraite. Et de façon permanente, les gens sont stressés. Ils ont des problèmes. Et dans la circulation, vous verrez des gens qui vont faire l'accident, tout et tout. Donc, il faudrait revoir la politique. Et quand on parle de l'exercice de ce week-end, je vais parler de ce séminaire gouvernemental sur l'enseignement supérieur. Ce séminaire ne vient-il pas en réponse à tout ce que vous évoquez là comme problème auquel font face les jeunes du Bénin, la définition de la stratégie de développement de l'enseignement supérieur? Le séminaire, nous on a vu beaucoup de choses dans ce pays-là. Et même le chef de l'État dit, ceux qui ont servi l'année dernière, aucun d'entre eux ne resterait à la maison. On a considéré les jeunes aspirants travailler. Il y a même un point, j'ai même oublié qu'il faut que je définisse ce point-là. L'État surexploite ceux qui sont là, ceux qui sont en train de travailler, et met
une autre partie au chômage. C'est-à-dire l'État recrute... Qu'est-ce que vous le faites dire? Oui, par exemple, dans le domaine de l'aspirana, parce que quand j'ai annoncé mon départ sur ma participation à cette émission, les amis enseignants m'ont dit, Julien, il faut que tu parles de notre situation. Et je parle de la situation aujourd'hui. L'État a fait un test... Si leur situation ne fait pas partie du... Ça fait partie de la question de l'emploi. N'est pas au menu de notre débat. C'est la question de l'emploi. L'État recrute des gens qui ont fait 20 heures pendant un an. L'année qui suit, l'État décide d'aller à 30 heures ou 28 heures. Et sur 3 personnes, une personne doit rentrer à la maison. L'État fait-il la promotion de l'emploi? La personne a travaillé un an. C'est l'État qui est garant de notre liberté, de notre indépendance, de notre suivi, qui fait ça. Qu'en est-il pour le privé? La personne rentre à la maison. Et ceux qui sont là font la tâche qu'ils doivent faire. Et le font bien, n'est-ce pas? Et le font, peut-être ils le font avec peine. Mais alors, avec peine. N'est-ce pas là une manière aussi pour l'État de rentabiliser Mais comment l'État va rentabiliser sur ceux qu'il a formés? Des gens qui ont travaillé. Et on sait que dans un pays sérieux, un enseignant ne peut pas faire au-delà de 18 heures. Mais on confie 20 heures, 22 heures aux gens. Ils ont eu à faire ça. L'année qui suit, on va donner le demi de ce qu'ils ont eu à faire. Prenez votre mal à patience. On va revenir sur ce dossier de l'aspirana au métier de l'enseignement. Rassurez-vous. On s'y prépare. On va y revenir. Donc ce sont des choses qui font que des gens peuvent faire des assises. Nous allons faire ci, nous allons faire ça. Mais moi, j'ai une peur. Donc, pour Julien Kansou-Kandé, c'est une assise de plus. C'est quand je verrai les conclusions mises en pratique que je dirais que oui, parce que ce pays, j'ai vu des choses qui ne m'inspirent plus confiance. Les gens au haut niveau ont pris des décisions, des engagements, et enfin, on se dit, mais bon. Mais pour agir, il faut avoir pris des décisions. Oui, c'est important. Et pour prendre cette décision, il faut s'asseoir et réfléchir entre experts, entre cadres. Et c'est ce qu'ont fait les politiques et spécialistes des questions de l'éducation le week-end écoulé. Maintenant, comme vous, on attend de voir la concrétisation de ce qui est, afin de pouvoir donner cette stratégie de développement. Maintenant, par rapport aux artisans, c'est ça, ce sont eux qui constituent la grande masse. Pour finir. Oui, quand nous sommes dans un pays où le SMIC est à 40 000 francs CFA, et la personne qui travaille, le salaire de ceux qui ont fait licence, 80, 100, à peine l'allocation dans une ville, quelque part, les tontines, ils n'ont pas les moyens nécessaires de s'habiller, de bien se nourrir, de s'habiller. Celui qui est à la maison qui vend du maïs, du riz, si la personne n'a pas les moyens d'aller acheter chez la personne, celle qui vend du riz, du maïs, l'économie ne tourne pas. Si on ne finit pas de bien manger, on ne s'habille pas très bien. Donc le tailleur, le couturier ne pourra pas bien coudre. C'est quand on finit de bien manger, de bien s'habiller qu'on pense à... Pour que ce cycle fonctionne convenablement, comme vous le déclinez, il faut d'abord être bien formé. Il faut aller vers la quantité. On ne peut pas aller voir un maçon pour dire je veux faire une maison. Quand on ne finit pas de faire une maison, on ne fait pas les portes, les soudeurs, on ne peut pas mettre des meubles, les menuisiers ne seront pas inclus. Donc quand ceux qui sont en train de travailler, on les surexploite d'une manière ou d'une autre, le salaire est minime, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils font, et ils ne pourront, le salaire n'est pas à la hauteur de ce qu'ils font, ils ne pourront pas vivre convenablement, ils ne pourront pas travailler convenablement pour pouvoir alimenter le secteur de l'artisanat et de fil en aiguille, l'État, si l'avons payé encore des taxes et des impôts, l'État aura un peu à gagner sur ça. Donc je pense qu'il faille revoir le SMIC, même si le porte-parole du gouvernement dit que les fonctionnaires ne sont pas les seuls enfants du pays. Il a justement oublié que... Et ce n'est pas tout faux. Il a justement oublié que... Sinon, dites-moi le contraire. Moi, je pense le contraire. Parce que quand Donc les fonctionnaires sont les seuls enfants du pays. Ils ne sont pas les seuls enfants du pays, mais je lui explique que quand on investit vers ceux-là, les fonctionnaires, ils auront plus de pouvoir d'achat, ils iront sur le marché, et quand ils sont sur le marché, c'est de la discrimination, de façon rotative, tout le monde gagne. Oui. Votre hypothèse mais quand la personne n'en a pas, il aura bien envie de manger de shawarma, bien sûr, mais votre hypothèse porte des gènes de discrimination. C'est pas de la discrimination. Il n'y a pas des enfants. C'est juste aucune corporation. C'est juste investir dans... C'est comme si on mène du financement sur le marché et de façon rotative, tout le monde gagne. Le jour où votre salaire sera à 1 million, 2 millions, mon frère,
en 1 an, 2 ans, d'aller acheter un véhicule de meilleure qualité. Et comme ça, celui qui vend de l'essence va vendre plus d'essence. Celui qui vend de poudre aura plus à gagner. Mais la condition première que vous avez posée ne doit pas être la seule. Non, ce n'est pas la seule condition. La seule pour la réalisation de la suite de votre raisonnement, justement. Merci, Julien Kansou-Kandé. On va revenir, rassurez-vous, sur certains dossiers que vous venez d'évoquer, sur le dossier des aspirants au métier de l'enseignement. On va y revenir, rassurez-vous, les tout prochains jours. On va vous confronter à des syndicalistes du domaine afin de comprendre de quoi retourne justement la gestion de cet épineux dossier qui a vu le départ de votre mentor, professeur. Non, il est bon en littérature. Je l'adore quand il fait le cours. Comme le professeur Kakpo dit, je ne suis pas inspiré, le cours est terminé. Quand il est inspiré, on dépasse les heures. Merci pour l'hommage, mais l'inspiration n'a pas été mise au ministère de l'enseignement secondaire. Peut-être que c'est la politique et puis merci, il avait les mêmes liens. Bonne journée. Merci beaucoup. Et à très bientôt.